Ok, je suis en train d'installer le matériel. Ok, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Ok. Donc j'ai reçu plusieurs questions. Euh, je propose de, je propose qu'on commence par la partie mathématique. Ensuite, on fera la partie physique et enfin la partie chimie. Ça vous va? J'espère que ceux qui m'ont envoyé leurs questions seront là. Sinon, c'est un peu dommage. Donc la première question porte sur les équations. Donc le problème est le suivant. Donc il y a 6 ans, un père avait 6 fois l'âge de son. Ok, je pense que le live a repris. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a un problème de qualité. Pose soit x l'âge du fils, et je posais une deuxième inconnue, soit y l'âge du père. Donc, il y a 6 ans, le père avait 6 fois l'âge de son fils. Donc, quel était l'âge du père il y a 6 ans? Fois x moins 6. Okay. Parce qu'il y a 6 ans, le fils avait x moins 6 ans. Sinon, vous ne voyez pas ce que je suis en train d'écrire. C'est mieux comme ça. Donc, ok, pas normal. Donc, je répète. Donc, il y a 6 ans, le père avait y moins 6 ans, et son fils, il avait x moins 6 ans, et donc, on dit que le père avait 6 fois l'âge de son fils. Donc, ça donne la première équation ici. Et on nous dit que dans 3 ans, donc, le père aura le triple de l'âge de son fils. Et donc, on a bien donc, y plus 3, ça c'est l'âge du père dans 3 ans. C'est bien égal à 3 fois x plus 3. Donc, on a en fait maintenant deux équations en deux inconnues qu'on va pouvoir résoudre. Donc ici, on va tout d'abord développer. Donc on a y moins 6 qui vaut 6x moins 36. Et on a y plus 3 qui vaut 3x plus 9. Ok. Donc en général, on isole toujours les inconnus du côté gauche de l'égalité et on laisse le terme indépendant à droite de l'égalité. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va avoir y moins 6x qui vaut moins 36 plus 6, donc ça fait faire moins 30. Et on va avoir y moins 3x qui vaudra 6. Et donc maintenant, pour retrouver la solution, donc on peut faire la différence entre la première équation et la deuxième. Parce qu'on va voir à ce moment-là que les y vont simplifier. Donc on va avoir moins 6x moins 3x, donc ça devient plus 3x. Il va être égal à moins 30 moins 6. Donc ça nous fait moins 3x qui vaut moins 36. Et donc x vaut 12.
Ok, oui, donc on a x qui vaut 12. Maintenant pour trouver y, là, il suffit de euh, remplacer dans une des équations. Par exemple, on peut le remplacer dans la deuxième. Donc on va avoir y moins 3 fois 12 est égal à 6. Donc ça va vous faire y moins 36 égale à 6. Donc y vaut 36 plus 6, donc ça fait 42. Et on nous demande la somme de l'âge du père et du fils, donc ça veut dire 42 plus 12. Donc là ça, 42 plus 12, ça nous fait 54 ans. Ok, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc c'est vraiment important également de vérifier qu'on a bien des valeurs positives, parce qu'avoir un âge négatif, c'est pas possible, ou avoir des valeurs qui sont entières. C'est ce qu'on appelle en anglais sanity check, donc c'est vérifier que les valeurs qu'on obtient ont un sens. Euh, donc j'ai pas vraiment fait la méthode du pivot de Gauss à proprement, enfin j'ai pas à proprement parlé fait la méthode du pivot de Gauss, mais on peut le voir ça comme ça aussi. Donc ici, la première équation je l'ai prise une fois, et la deuxième équation je l'ai prise moins une fois, et j'ai additionné les deux. Si j'avais fait la méthode de Gauss. Ici j'ai juste fait la différence entre les deux. Ça va? Donc j'avais. Bon, désolé pour la coupure. Donc ici, donc on a terminé les équations, donc on va reprendre sur la trigonométrie. Je suis désolé un petit peu pour la qualité de l'énoncé, mais j'ai reçu une photo. Alors, donc parmi les égalités suivantes, quelle est celle qui est vraie, quel que soit le nombre réel x et y, tel que x est compris entre 0 et y, et x plus y est égal à pi demi. Donc sin x est égal à cosinus de pi demi plus y, cos x est égal à moins sinus y, cos y est égal à sinus x, ou cos x est égal à sin y plus pi demi. Ok. Donc ici, la manière de procéder, enfin, on pourrait procéder de plusieurs manières. Soit on pourrait résoudre les équations trigonométriques et regarder les solutions et vérifier si on a bien x qui est compris entre 0 et y, et on a bien l'égalité x plus y est égal à pi demi. Une autre solution consiste en fait à remplacer x ou y à partir de la relation donc x plus y égale à pi demi.
Et je pense que c'est ce qui sera le plus facile à faire. Donc, x plus y est égal à pi demi. Donc, ça veut dire que x vaut pi demi moins y. Ok, donc là, je peux remplacer donc, pour chacune des égalités. Donc, pour la première, on va avoir sinus de pi demi moins y qui vaut cosinus de pi demi plus y. Pi demi plus y. Et donc, ça veut dire que le sinus d'un angle, c'est le cosinus de son complémentaire. Donc ici, le complémentaire de pi demi moins y, c'est y. Okay. Donc ici, ça va être égal à cosinus de y, qui est égal à cosinus de pi demi plus y. Okay. Donc ça, c'est pas toujours le cas. Okay, donc c'est pas la première solution. Okay. Donc maintenant, donc on a cosinus x, donc ça va donner cosinus de pi demi moins y est égal à moins sinus de y. Ok. Donc ici, ben, de nouveau, le cosinus d'un angle, c'est le sinus de son complémentaire. Le complémentaire de pi demi moins y, c'est y. Donc ça va nous donner sinus de y. Sinus de y égale à moins sinus de y, ben, c'est pas la même chose. C'est pas vrai dans tous les cas possibles. C'est pas toujours le cas. Donc ensuite, on a cos y qui est égal à sinus x. Okay. Donc ici, donc on va avoir cos y qui vaut sinus de pi demi moins x, moins y, excusez-moi. Donc ça va nous donner, c'est de nouveau sinus d'un angle, c'est le sinus au complémentaire. Donc on va avoir cosinus de y. Et donc ça c'est vraiment valable pour tous les y et tous les x. Y et x. Ok, on peut regarder également pour le dernier qui vaut en fait cosinus de le dernier cas, donc cosinus x est égal à sinus de y plus pi demi. Donc, je vais juste écrire ça ici. Ça va le donner donc ici cosinus de pi demi moins y est égal à sinus de y plus pi demi. Donc ça va nous donner de nouveau sinus de y est égal à sinus de y plus pi demi. Sinus de pi demi. Voilà, sinus de y qui vaut sinus de y plus pi demi. Et donc ça c'est pas correct pour tous les y. C'est pas valable pour tous les y. Donc c'est bien la solution 3, la solution de cette question-ci. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cette question de trigonométrie? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Ok. Donc je propose qu'on passe maintenant aux questions de physique parce que j'ai pas eu d'autres questions de mathématiques. Donc la première question de physique que j'avais eue portait sur les notions de travail et de puissance. Et la personne voulait que je réexplique un petit peu quel est le lien entre travail et puissance, quels sont les concepts importants liés à ces deux notions de physique. Ok. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le travail? Donc, en fait, le concept qu'il y a derrière le travail et la puissance, et donc c'est un concept qui est un peu plus éloigné, c'est une autre vision de la physique que les forces. Les forces permettent euh, de déterminer l'interaction qui est entre deux corps, alors qu'en fait, le travail et la puissance permettent en fait de déterminer également l'interaction entre deux corps, mais en fait, cela peu importe les forces qui vont s'appliquer en jeu. Donc par exemple, imaginons je fais tomber un bic, je prends un bic qui se trouve au niveau du sol et je le monte à une certaine hauteur, bah, je peux parcourir différents chemins possibles. Je peux monter en ligne droite, je peux monter en diagonale. Je vais peut-être dessiner ici le petit schéma. Donc imaginons j'ai un objet au niveau du sol et mon objectif c'est le monter d'une certaine hauteur. Ok, c'est l'amener ici. Ok, mais pour ce faire, bah, je peux soit le monter selon une ligne droite, soit je peux le monter en suivant une trajectoire un peu plus oblique, soit je peux le monter vraiment de manière pas intelligente du tout en suivant des trajectoires comme ça. Ok. Et en fait, qu'est-ce qui nous intéresse quand on travaille avec euh, les notions de travail de puissance? C'est pas le chemin qu'on a utilisé pour arriver du point A au point B, mais c'est bien uniquement l'état de l'objet au point A et l'état de l'objet au point B. Alors que si on travaille avec des forces, il faut en fait tenir compte de tout le chemin ici, qui n'est pas souvent nécessaire. Et ça, c'est une vision qu'on a plus souvent l'habitude en chimie, où on calcule en fait, par exemple, quand on calcule l'enthalpie, on calcule l'enthalpie qu'on avait des réactifs avant la réaction, et on les calcule après la réaction. Quand on est chimiste, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec les molécules, on ne sait pas comment ils vont se collisionner, comment ils vont se recombiner. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est uniquement la différence d'énergie qu'il y avait initialement et finalement. Okay. Donc ça, c'est un petit peu les notions qu'il y a derrière le concept de travail et de puissance. Alors comment le travail est défini? Alors, donc en physique, les physiciens, c'est une grandeur scalaire qui est en fait égale au produit scalaire entre la force et le vecteur déplacement. Ok. Donc pour prendre un petit exemple, imaginons j'ai un bloc au niveau du sol et je souhaite le déplacer d'une certaine distance, on va dire par exemple 5 mètres. Ok. Et donc pour ce faire, bah, je peux appliquer une force qui est une force ici horizontale. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc le vecteur déplacement, c'est le vecteur qui est selon la direction du déplacement. Donc ici, la direction du déplacement, c'est celle-ci. Ok. Et l'intensité du vecteur déplacement, bah, c'est la longueur sur laquelle on l'a déplacé. Ok. Donc ici, en fait, on voit que le vecteur force et le vecteur déplacement sont dans la même direction. Donc si vous vous souvenez de la définition d'un produit scalaire en mathématiques, c'est égal au produit des normes des deux vecteurs fois le cosinus de l'angle qui se situe entre les deux. Okay, comme ici, les deux vecteurs sont dans la même direction, que l'angle entre les deux vaudra donc 0 degré. Donc ici, le travail, c'est juste le produit entre la force et le déplacement.
Ok. Alors maintenant, si je décide de... Oui, en effet, s'il y a plusieurs forces qui agissent sur l'objet, c'est bien la force résultante qui sera importante. Ah, ça dépend ce qu'on demande aussi. Ça dépend ce qu'on demande aussi. Donc imaginons qu'il y a plusieurs forces qui s'exercent sur l'objet. Je ne sais pas, par exemple, il y a des forces de frottement. Je vais les mettre dans une autre couleur. Euh, voilà. Imaginons il y a des forces de frottement, bah, le fait que le bloc est en contact avec le sol, qui interviennent en jeu. Ok. Bah, ça dépend de ce qu'on la personne va me demander de chercher. On peut me demander le travail que moi j'exercerai sur le bloc. Et à ce moment-là, je dois uniquement tenir compte de la force en noir. Ou on peut demander de calculer le travail des forces de frottement. Parce ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien on a perdu, combien on a perdu comme énergie. Ou bien on peut également calculer quel est le travail, enfin quelle est l'énergie qu'a gagné le bloc, parce qu'il s'est déplacé d'une certaine distance. Et à ce moment-là, il faudra tenir compte des deux forces. Donc je vais faire tous les cas possibles ici. Donc dans le premier cas, on demande le travail que moi j'exerce. Ok, si tu veux, on peut faire un exemple. Voilà. Si tu as compris, c'est bien. Mais on peut faire un exemple. Donc le travail que j'exerce, bah, ça sera juste F fois D. Le travail des forces de frottement, ça sera la force de frottement fois le déplacement. Ok. Et l'énergie qu'a gagné le bloc. Bon, ici, il n'y a pas vraiment d'énergie vu que c'est sur sol plat, mais imaginons qu'on aurait soulevé le bloc. Ok. L'énergie qu'aurait gagné le bloc, ça serait égal à F moins force de frottement fois D. Parce qu'il y a une partie de la force que j'exerce, elle va être utilisée pour vaincre la force de frottement. C'est pour ça que toute l'énergie ne va pas pour le bloc. Est-ce que ça va pour tout le monde, la notion de travail? Alors bien sûr, ici j'ai considéré qu'on avait une force horizontale, mais euh, on peut avoir une force oblique et à ce moment-là, bon, l'angle est différent. Ok. Donc ça, il faut juste... Généralement, on va vous donner l'angle dans l'énoncé. Il faudra juste pas avoir... On va pas avoir cosinus de alpha qui vaudra 0, qui vaudra 1. On va avoir cosinus de alpha, par exemple, si on a un angle de 60 degrés, ça vaudra 1 demi. Ok. Donc le travail, en fait, il est maximal lorsque la force est dans le même sens que le déplacement. Ça, c'est important de savoir. Ça, c'est des questions un petit peu plus de, de réflexion que peut vous poser. Mais donc le travail est maximal si la force est dans le même sens que le déplacement. Sens que le déplacement. Alors, elle n'est pas minimum quand c'est l'inverse. Quand en fait l'angle entre la force et le déplacement vaut 90 degrés, bah, il n'y a pas de travail. Je m'explique. Je vais changer de couleur pour bien différencier. Voilà. Si maintenant, imaginons, mon objectif c'est de déplacer le bloc vers la droite, ok, dans cette direction-là, mais que la force que j'applique est ici verticale. Ah. Et que la force que j'applique est verticale. Je ne sais pas ce qui se passe avec la tablette. Ok, je ne mettrai pas la flèche. Mais que la force qui s'applique est verticale, ben à ce moment-là, bah, la force verticale va faire lever l'objet, mais ne va pas le déplacer sur la droite. Donc ici, il n'y a pas vraiment de travail. C'est à ce moment-là que le travail sera minimal.
parce que j'arriverai pas à mon objectif. Ok, et donc ça on le voit bien parce que ici, l'angle qu'il y a entre la force et le déplacement, ça sera 90 degrés. Cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Alors si la force est dans le sens inverse au déplacement, à ce moment-là, on aura une force qui sera négative, on aura un travail qui sera négatif. C'est nul quand la force est perpendiculaire au déplacement. Et si de sens opposé, bah, ça sera négatif. C'est ça. Et en fait, un travail négatif, moi j'ai pas parlé de comment le travail a été, enfin, qu'est-ce qu'un travail positif et qu'est-ce qu'un travail négatif. Un travail positif, c'est l'énergie que le système va gagner. Un travail négatif, c'est l'énergie que le système va perdre. Et on le voit. Pourquoi on le perd? Parce qu'il y a des forces de frottement. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions encore sur la notion de travail? On va passer au concept de puissance. Alors, je vais juste descendre un petit peu ici. Voilà. Ok. Alors en fait, mathématiquement, physiquement, comment elle est définie la puissance? La puissance, en fait, c'est une énergie par unité de temps. C'est une énergie par unité de temps. Ok. Et donc, pour parler de la puissance, il faut d'abord introduire le concept d'énergie. Donc ici, le travail, j'ai pas parlé, mais c'est une énergie, et ces unités sont le joule. Ok. Donc pour unité, les joules. Ok. Donc l'énergie, en fait, euh, on en distingue de deux types. Il y a les énergies potentielles et les énergies cinétiques. Ok. Alors, les énergies potentielles, en fait, comme le nom l'indique, sont là pour mesurer des interactions potentielles que peuvent avoir lieu. Par exemple, lorsque je déplace mon bic à une certaine hauteur, il accumule une certaine énergie potentielle. Pourquoi? Parce que si maintenant je décide de le lâcher, bah, il va tomber. Ok. Je vais faire un petit dessin pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et donc, ça c'est une table. Donc je mets mon... Imaginons j'ai une balle ici. Ok, bah, je la fais monter sur la table. Donc elle a une certaine énergie potentielle. Pourquoi? Parce que le moment où elle va tomber de la table, bah, elle va elle va au contact du sol. Bah, on va entendre un choc et elle va dissiper toute l'énergie qu'elle avait accumulée. Ok. Alors l'énergie potentielle, il y en a de deux types. Il y a l'énergie potentielle gravifique. Donc c'est comme dans mon exemple ici, c'est lié au fait qu'on monte d'un objet d'une certaine hauteur. Il y en a une énergie potentielle élastique. Et ça, c'est plus qu'on travaille avec des ressorts, par exemple. Ok. Alors l'énergie potentielle gravifique, euh, je vais l'appeler EG. Sa formule, c'est la masse fois la constante de gravité fois la hauteur à laquelle on a monté l'objet.
l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi fois la constante de raideur pour un ressort, et x, ça correspond à l'élongation du ressort. Donc pour comprendre vraiment bien à quoi représente le k et le x, je vous propose un petit dessin ici. Donc voilà, j'ai un ressort ici. Donc le k, en fait, c'est lié vraiment aux propriétés physiques du ressort. Un ressort qui a une très grande constante de raideur, ça veut dire qu'il est très rigide. C'est-à-dire qu'on va avoir difficile à le tendre. Alors qu'à l'opposé, un ressort avec vraiment une très très petite constante de raideur, on va pouvoir facilement l'écarter. Le x, ça correspond à la différence entre la position d'équilibre du ressort. Donc, enfin, vous avez certainement tous déjà joué avec des ressorts, mais donc au repos, le ressort il a une certaine longueur. Et en fait, lorsque vous étirez le ressort, lorsque vous l'étirez, comme par exemple ici, ok, et ben en fait, il y a une certaine, vous l'étirez, il prend une certaine, il grandit d'une certaine distance, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'élongation. Donc l'énergie élastique, elle est proportionnelle au carré de cette élongation. Ok. Alors pour ce qui est de l'énergie cinétique, alors elle est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse. Donc plus qu'un objet va vite, plus il a d'énergie cinétique. Alors généralement, pour tout objet, on va définir ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Comme il y a deux types d'énergie, on définit l'énergie mécanique. Et en fait, l'énergie mécanique, ça va être à chaque instant la somme entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique d'un corps. Okay, comme ça, on est capable on est capable de décrire avec une certaine grandeur, je sais pas, par exemple, l'énergie mécanique vaut 80 joules, je dis ça comme ça, on est capable de décrire l'ensemble de l'énergie qu'a un corps. Alors, en absence de force de frottement, l'énergie mécanique est conservée. Donc ça, c'est le théorème de conservation de l'énergie. C'est un théorème très important. Ok, je vais rappeler alors, je vais répéter un petit peu la différence qu'il y a entre énergie potentielle et énergie cinétique, mais après que j'ai défini le terme de conservation de l'énergie. Donc le théorème de conservation de l'énergie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en absence de force de frottement, l'énergie mécanique est conservée. Alors, c'est un peu difficile à comprendre, mais vous avez certainement tous vu ces sortes de bouliers très chouettes qui aussi, enfin, il y a toujours deux boules comme ça, et ça reste des heures, la boule touche l'autre, elle s'arrête, l'autre boule va monter, et puis après elle va revenir, donc l'autre boule va remonter, elle va revenir, elle va avoir une collision avec cette boule-ci, puis l'autre boule va monter, ok? Et donc en fait, ces boules-là vont s'échanger de l'énergie, et en fait, au total, l'énergie elle est conservée s'il n'y a pas de frottement. C'est une sorte de machine un peu perpétuelle. Un autre exemple qui plaira plus aux amateurs de science-fiction. Lorsqu'on est dans l'espace, il y a pas de molécules d'air, ou en tout cas la quantité de molécules d'air dans l'espace est vraiment très très faible et les forces de frottement sont presque nulles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque un vaisseau spatial a une certaine vitesse, bah, comme il n'y a pas de force de frottement, bah, il va conserver cette vitesse-là. Alors à l'opposé, sur Terre, il y a beaucoup, il y a de l'air, bah, sinon on ne pourrait pas respirer. Et donc lorsqu'on roule en voiture,
le fait qu'on doive toujours appuyer sur l'accélérateur et donc consommer de l'essence, ça vient du fait qu'on doit vaincre les forces de frottement. Alors, pour la différence qu'il y a entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, donc l'énergie potentielle, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment pour décrire des interactions potentielles. Elles n'ont pas encore eu lieu. Ok, elles ont lieu par exemple lorsque la balle tombe de la table. Ou par exemple lorsque je relâche l'élastique. Alors que l'énergie cinétique, bah, elle décrit, comme ce nom l'indique, un déplacement. Elle décrit des choses qui se passent. Donc ici, j'ai une vitesse, par exemple mon véhicule a une certaine vitesse, et ben, j'ai une certaine énergie cinétique correspondante. Est-ce que c'est un peu plus clair pour la différence qu'il y a entre énergie cinétique et énergie potentielle? Ok, s'il n'y a pas de réponse, je suppose que c'est le cas. Donc, ici, donc, j'ai redéfini rapidement donc, les notions importantes sur l'énergie. Ok. Donc, maintenant, on peut parler de la puissance à proprement parler. Donc, la puissance, c'est une énergie instantanée. Donc, c'est pas une énergie instantanée, c'est une énergie par unité de temps. Donc, imaginons, j'ai un moteur, par exemple. Comment on va être capable de décrire quelles sont les caractéristiques du moteur? Mais c'est à partir de la puissance. Ok. Parce qu'en fait, je ne sais pas combien de temps le moteur va travailler. En fait, quand on travaille avec les énergies, en fait, on suppose que voilà, le véhicule a une certaine vitesse, ou par exemple, je me situe à une certaine hauteur, j'ai euh, ou j'ai étiré mon ressort d'une certaine distance. Alors que par exemple, lorsque je vais décrire les caractéristiques d'un moteur, par exemple, d'un ordinateur, ou j'ai besoin de savoir euh, quelle est l'énergie maximale qu'on peut me délivrer, mais pour une seconde, par exemple, ou pour une minute. Et donc c'est ça, c'est pour ça qu'on a défini la notion de puissance. En fait, la puissance, c'est une, c'est l'énergie qu'on produit par unité de temps. Donc je pourrais avoir la même puissance si je développe une énergie plus petite en un temps beaucoup plus long ou une énergie plus grande en un temps très court. Je veux dire que, par exemple, on a un moteur. Euh, L'énergie qu'il va développer, c'est par exemple, on dit qu'il développe une énergie de 100 joules en 10 secondes. Ok, vous êtes d'accord avec moi que si je fais le petit calcul ici, ça va me donner 10 watts, une puissance de 10 watts. Ok. Mais en fait, si je suis capable de développer une énergie un peu plus faible, par exemple de 10 joules en une seconde, bah, ça va me donner également une puissance de 10 watts. Ok. Donc c'est vraiment une grandeur qui permet de caractériser l'énergie que je peux produire pendant un certain temps. Alors, autant pour le travail et autant pour les énergies, je dirais qu'on a des énergies, on peut avoir des énergies qui sont négatives. Ça veut dire que c'est de l'énergie qui est perdue par le système, alors qu'une énergie positive, c'est une énergie qui est gagnée par le système. Autant en termes de puissance, comme c'est une caractéristique euh, d'un moteur ou par exemple une puissance qui est délivrée par un,
par un circuit électrique, c'est beaucoup moins, ça a beaucoup moins de sens d'avoir des valeurs négatives. Par exemple, je dirais pas que ma voiture a une puissance de moins 1500 chevaux, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Je sais pas si c'est... Alors je dirais l'énergie peut être négative ou positive, autant la puissance ne l'est pas nécessairement. Lorsqu'on parle des caractéristiques d'un objet, d'un moteur ou... Il y a des exercices où vous avez des puissances négatives. Hum, ouais, ça me paraît un peu bizarre que... bah, je regarderai pour cette question-là. Je vais essayer de voir dans vos exercices si vous avez des... Dans le moment où ils demandent des puissances qui sont négatives. Hum, Ça m'étonnerait qu'on vous mette des questions comme ça. Ok. Donc on m'avait posé également des questions en électrostatique. Ok. Donc ici, on a deux parties. Donc l'électrostatique, donc c'est la partie de la physique qui s'occupe des interactions qu'il y a entre des particules qui sont chargées électriquement et qui ne bougent pas. Le mot statique est là pour ça. Et donc en fait, à l'instar de lorsqu'on a deux corps qui sont massiques, il y a une interaction, il y a une force gravifique qui existe entre ces deux corps. Lorsqu'on a deux corps chargés, bah, il y a une interaction électrostatique qui existe entre ces deux corps. Ok. Si j'ai une particule qui est chargée négativement, une particule qui est chargée positivement, bah, ils vont avoir tendance à s'attirer. Si j'ai une particule qui est chargée, deux particules qui sont chargées positivement, bah, ils vont avoir tendance à se repousser. Ok. Et ça, je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà fait l'expérience de prendre une latte en plastique, de la frotter contre son pull en laine. Donc à ce moment-là, bah, le pull en laine va perdre quelques charges électriques et ils vont être gagnés par la latte. Et puis après, prendre une feuille, de petits morceaux de feuilles de papier ou bien le passer sur ses cheveux. Alors on voit bien à ce moment-là que les cheveux sont soit attirés parce qu'ils sont neutres, et donc bah, ils sont attirés par le positif ou le négatif, ou les petits papiers sont attirés aussi. Ça, je pense qu'il y a des vidéos sur internet qui expliquent vraiment bien, enfin, visuellement, qu'est-ce qu'on peut faire avec des particules chargées. Alors, au XVIIIe siècle, il y a Monsieur Coulomb en fait, qui a déterminé quelle est l'intensité de cette force-là. En fait, l'intensité de la force électrostatique entre deux charges, elle est proportionnelle aux deux charges qui sont en présence et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ok. Et alors il y a aussi également un facteur de vent, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, où epsilon 0 c'est la permittivité du vide. Alors généralement, le 1 sur 4 pi epsilon 0, il vaut 9. On l'appelle K. Okay, et il vaut en fait environ 9 fois 10 exposant 9 Newton, mètre carré, coulomb,
exposant moins 2. Ok. Alors, le champ électrique, ok, c'est une notion qu'on a définie à partir de la force électrique. En fait, c'est une force électrique par unité de charge. Par unité de charge. Ok. Donc, c'est en fait le champ électrique, en fait, c'est la force électrique qui exerce une charge sur une charge unitaire de 1 coulomb. Ok. Alors, il demande de calculer le champ électrique au point A. Alors, il faut savoir que il y a un principe en électricité qu'on appelle le principe de superposition. Je vais le rappeler ici, en dessous. Donc, le champ électrique qu'il y aura au point A, c'est le champ électrique lié à la charge 1, la charge A, la première charge de 1 newton, 1 nanocoulomb, et la charge 2 de 2 nanocoulomb. Donc, en fait, on peut juste sommer la contribution de champ électrique lié à la première charge et à la deuxième charge. Donc, le champ électrique total, c'est la somme des champs électriques des deux autres enfin, le champ électrique des charges séparément. Donc ici, le champ électrique total, le champ électrique en A, ça va être le champ électrique lié à la première charge 1, plus le champ électrique lié à la deuxième charge en A. Ok. Alors, on voit que ici, les deux charges sont positives. Okay. Donc en fait, le champ électrique, ici la charge est positive, le champ électrique, il va avoir tendance à être dans cette direction-là. Okay, ça rayonne dans toute la direction, le champ électrique. Également pour la charge ici. Donc au point A, les deux composants du champ électrique vont en fait être dans des sens opposés. Okay. Donc si je m'intéresse à l'intensité du champ électrique en A, bah, ça sera E1A moins E2A. Ok. Et donc là, il suffit de faire les calculs. Hein. Donc on a 9 fois 10 exposant 9 fois 10 exposant 9 fois 1 nanocoulomb. Donc ça veut dire 1 fois 10 moins 9 divisé par la distance au carré. Bon, ici c'est 1 au carré. Moins, de nouveau, 9 fois 10 exposant 9 fois, cette fois-ci c'est 2 nanocoulomb, 2 fois 10 moins 9, divisé par une 2 au carré. Je pense que donc divisé par 2 au carré. Donc ça va nous donner les 10 exposant 9 et 10 exposant moins 9 se simplifient. On va avoir 9 fois 1 divisé par 1 au carré, donc ça fait 9.
moins, ici 10 exposants moins 9, ça simplifie aussi. On va avoir 9 fois 2 divisé par 4. Donc ça va nous faire 4,5. Oui, parce que 9 fois 2 divisé par 4, donc ça va donner 4,5. Et 9 moins 4,5, ça donne bien 4,5. Est-ce que ça va pour cet exercice et sur les notions d'électrostatique? Ok. Alors vous avez certainement vu, j'ai passé un point, c'est sur les ondes, parce que c'est un peu plus long que les forces électrostatiques. Mais je propose qu'on revienne là-dessus. Donc, en physique, qu'est-ce qu'une onde? Bah, une onde, on l'utilise dans la vie de tous les jours sans le savoir. Et je le fais ici avec vous. Le son qui sort de le son qui sort de mes cordes vocales, c'est une onde. Euh, Lorsque vous appelez quelqu'un, bah, le message qui est transmis via une onde électromagnétique. Le son qui sort d'un haut-parleur lorsque vous écoutez de la musique, c'est une onde également. Donc les ondes sont présentes dans la vie de tous les jours et beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Alors en physique, les ondes possèdent des caractéristiques particulières. Okay, en fait, elles sont en fait périodiques. Et généralement, elles prennent la forme de fonctions trigonométriques que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est les fonctions sinus et cosinus. Okay, donc je vais représenter par exemple. Donc ça serait par exemple en fonction du temps l'élongation ou plutôt l'élongation d'un ressort. Okay. Donc par exemple, ce type d'onde là, on peut l'obtenir par exemple si on prend désolé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si on prend un ressort et on lui attache une masse. Okay. En fait, on peut démontrer que l'élongation du ressort, donc ça veut dire la différence par rapport à la position au repos, okay, est une fonction trigonométrique avec A qui correspond ici en fait à l'amplitude de l'onde. Oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation de l'onde. Et le phi ici, en fait, c'est ce qu'on appelle la phase de l'onde. Ok. Alors la pulsation, elle est liée à la période. Hein. Oméga, c'est 2pi sur la période. Alors, généralement, ce que vous voyez en secondaire comme onde, simple, c'est soit un pendule, soit un ressort. Alors, lorsqu'on a un ressort, la période d'oscillation du ressort, ça va être 2pi fois la racine carrée de la constante de raideur du ressort divisée par la masse. Allez. Donc on a un système ressort avec une masse. Ressort avec masse. C'est le cas de l'exemple que je vous ai donné ici.
Alors, lorsqu'on a un pendule, la formule de la période d'un pendule, c'est 2π fois la longueur divisée par la constante de gravité. Ok. Bon, alors il y a des choses qui sont très intéressantes. Parce que par exemple, pour un pendule, la période d'oscillation d'un pendule ne va pas dépendre de la masse du pendule. Alors comment calculer l'élongation? Donc ici, tu as la formule pour la période. Alors, il faut connaître l'amplitude d'oscillation. Donc ça, c'est généralement donné dans ton énoncé. Et également la phase de l'onde. Et quand tu connais ça, tu peux connaître l'élongation à n'importe quel instant. Donc je ne sais pas, par exemple, si on nous donne par exemple pour un ressort une élongation, on nous dit que l'amplitude maximale c'est 10 cm. Euh, avec F qui vaut K fois X. Donc ça c'est la force de rappel du ressort. Ça, tu voudrais que je redémontre la, comment on arrive à l'équation de l'élongation d'un ressort? On peut faire ça, hein. C'est un peu compliqué. Je pense pas qu'ils vont vous demander ça. Ok, si tu veux, pas de souci. Alors, euh, je vais descendre un petit peu parce que j'ai besoin de plus de place. Ok. Donc, je vais refaire le dessin du ressort ici à côté. On en aura besoin. Et je pense que on va faire, pour éviter d'avoir des difficultés, de rajouter des inconnus en plus dans le problème, faire le problème avec un ressort horizontal. Horizontal. Donc ici, on a une masse M. Ok. Le ressort, il a une certaine constante de raideur. Ça, c'est ses caractéristiques physiques. Ok. Et pour arriver à l'équation d'élongation du ressort, on va d'abord faire un bilan de force sur la masse. Ok. Alors, imaginons, voilà, la masse se situe ici au niveau d'une table. Ok. Donc ici, il y a bien sûr la force de pesanteur qui agit sur la masse. Ok. Et comme il y a une table, il y a également la résistance sur. Ok. Et ces deux grandeurs sont identiques, donc ils ne vont pas intervenir ils vont pas intervenir dans le problème. Donc ça c'est dans la situation initiale au repos. Maintenant imaginons que je vais exciter le ressort, donc je vais déplacer le ressort par rapport à sa position d'équilibre. Ok, donc je vais exercer une force ici, ou que initialement le ressort il est pas à sa position de repos. Ok. Et bien en fait le ressort va exercer ce qu'on appelle une force de rappel. Ok. Soit quand il est comprimé, soit quand le ressort est comprimé, comme dans la situation ici, elle sera dans cette direction-ci. Soit lorsque le ressort est tendu, elle est dans l'autre direction. Est-ce que c'est clair pour le moment sur ça?
Oui. Ah, n'hésitez pas, oui. Euh, Ok, oui, j'ai l'examen de l'année passée. On pourra regarder ça après. Ok. Donc ensuite, donc ici, la situation, ici on n'est pas du tout en statique, on est en dynamique. Donc en fait, la somme des forces qui s'exercent sur la masse, elle ne vaudra pas zéro, elle vaudra la masse fois l'accélération. À l'état d'équilibre, il n'y a pas de force de rappel. Euh, Ça dépend. Ici, j'ai considéré une situation où j'avais au départ soit comprimé mon ressort ou soit je l'avais trop tendu. Si j'impose pas de conditions initiales sur le ressort, bah oui, il va pas bouger. Ok. L'idée c'est de le mettre en oscillation. Donc ici on n'est pas en statique, on est en dynamique. Donc la somme des forces qui s'exercent sur le corps vaut en fait la masse fois l'accélération. Ok. Alors, quelle est la force qui s'exerce sur le corps? Ici, bah, c'est la force de rappel, c'est la seule force. Les autres forces, c'est selon la direction Y et elles s'annulent. Donc uniquement ici, c'est la force de rappel. Ok. Alors la première chose qu'on observe, c'est que la force de rappel et l'accélération sont dans la même direction. Donc si je n'ai pas représenté l'accélération, mais elle serait dans cette direction-ci. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, imaginons mon ressort, il est en train d'osciller. Je suis à la position d'équilibre. Donc je vais le mettre ici. Donc ça c'est la position euh, où l'élongation est nulle. Ok. Mais donc il ne faut pas oublier que ici le ressort au départ était comprimé. Et donc ici il y a une force qui va pousser le ressort dans cette direction-là. Et donc ici, dès le moment où je dépasse cette position d'équilibre, enfin j'ai une certaine vitesse, la vitesse que j'ai à cette position d'équilibre elle est maximale. Ok, et ma vitesse est dans cette direction-là. Au fur et à mesure que ma masse va se déplacer par là, vu que la force maintenant de rappel va être dans l'autre direction, je vais changer de couleur pour l'indiquer. Donc dès que j'ai dépassé la position d'équilibre, la force de rappel va être dans l'autre direction parce que le ressort va commencer à être tendu. Et l'accélération va être dans ce sens-là. Et donc la vitesse va diminuer jusqu'à ce que j'arrive à la position maximale, par exemple ici, où j'aurai mon ressort qui est complètement tendu. Et à ce moment-là, bah, je vais commencer à accélérer, mais dans l'autre sens. Ok. Donc, autrement dit, en fait, aux positions extrêmes, donc soit quand il est tout à fait comprimé ou quand il est tout à fait tendu, la vitesse du ressort est nulle. La vitesse de la masse est nulle. Alors, donc pour revenir ici et enfin un petit excursus sur l'accélération, quel est son impact sur la vitesse. Donc ici, la force de rappel, c'est K fois l'élongation. Ok. Et ici, l'accélération, c'est la masse fois l'accélération. Quel est le lien entre l'accélération et la position? Ben, en fait, la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. L'accélération, c'est la dérivée seconde
de l'accélération par rapport au temps. Ok. Ou on peut dire ça aussi que c'est x' de t. Ça... Donc en fait, on a k fois x de t qui est égal à m x' de t. Et ça, c'est une équation différentielle qu'il faut résoudre. Généralement, on ne la résout pas, mais on donne la solution. On donne la solution, on dit que x de t, ah oui, la force de rappel c'est moins k fois x de t. Oui. Généralement, on donne la solution, on dit que x de t bah, c'est a fois sinus oméga t plus phi. Ok. Et on vérifie l'équation. Ça, je pense, c'est un bon exercice que vous pouvez faire. Et vous pouvez vérifier que c'est bien, que l'équation est bien vérifiée pour x de t qui vaut cette forme-là. Ça, c'est vraiment pour la démonstration. D'ailleurs, la résolution de l'équation différentielle, généralement, on le voit en première année universitaire. Donc, c'est pour ça que je pense pas que ce soit, que vous l'aurez pas. C'est comme ça que c'est pour ça que je pense pas que vous l'aurez à l'examen d'entrée. Je vous laisse le plaisir de le faire en première année, dans votre cours de physique. Alors, la question 12 et 14. Alors, juste pour ça, dans quel cas on utilise la force de rappel pour k et dans quel cas avec le x de t à sinus oméga t. Dans quel cas faut-il utiliser la force de rappel et dans quel cas faut-il utiliser juste la formule de l'élongation? C'est ça la question. Que j'essaie de reformuler un petit peu. Donc, tu demandes dans quel cas il faut utiliser la force de rappel, dans quel cas il faut utiliser la formule sur l'élongation. Ok, en principe, pour déterminer l'élongation, tu n'as pas besoin de connaître la force de rappel. Pour déterminer l'élongation, bah, tu vas juste utiliser x de t qui vaut a sinus oméga t plus phi. Bon, la phase, généralement, on la considère que c'est 0 degré. L'amplitude, on va te la donner également. Et la période, tu peux la calculer. Donc la pulsation, c'est 2pi sur la période. Et la période, c'est 2pi racine de k sur m. Donc je veux dire, si on te demande de déterminer l'élongation, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de faire intervenir la force de rappel. La force de rappel, c'est vraiment si tu veux calculer toutes les forces qui interviennent sur la masse. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair là-dessus. Donc tu m'avais parlé des questions 12 et 14. Il n'y a pas de numéro de question ici. Mais sinon, on peut répondre à toutes les questions sur les ondes de l'examen. Je ne sais pas exactement de quelles questions tu parlais. Ok. Donc la première question, c'est avec un pendule simple, qui a aussi son frottement avec une amplitude angulaire de 10 degrés et une période t. Si on réduit l'amplitude angulaire de moitié, que devient la nouvelle période? Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée pour cette question-là?
Oui, je veux bien que tu m'envoies par mail l'examen entier. Ok, alors pour cette question-là, on va faire un petit sondage pour voir quel est votre avis là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous pouvez mettre la réponse que vous aurez répondu pour cette question-là sur sur le chat. Ok, allez. Voilà. Ça, c'est biologie. Ok, et c'était quelle question que tu m'avais demandé? Ok. Oui, mais, ouais, ok. Je pense que les 12 et les 14 portent pas sur les ondes, c'est ça? Ok, mais d'abord, on va répondre à la question 5. Donc ici, ben, simplement, il faut utiliser la période du pendule. Je vais juste... Attendez. Non. Oui, il laisse pas modifier directement sur le PDF. Aussi. Ok. Et donc, ouais, non.
Il laisse pas modifier directement sur le PDF. Ok, bah ce que je vais faire, c'est juste copier la question et la mettre sur le document ici. Voilà. Et donc ici, la période, c'est juste pour un pendule 2π fois racine de L, la longueur du pendule, divisé par G. Et on voit qu'il n'y a aucun cas l'amplitude qui intervient là-dedans. En aucun cas l'amplitude n'intervient là-dedans, et donc ça veut dire que la période va rester la même. Okay. Alors, la question 1, on va la reprendre. Ok. Donc ici, un mobile subit un mouvement à une dimension le long de l'axe X. On suppose qu'au temps t égale à 0, qui est au moment où on enclenche le chronomètre, ce mobile se trouve en X est égal à plus 5 mètres. En X égale à 0 mètres, coïncidant avec l'origine de l'axe sur le graphique ci-dessous, on représente V, la vitesse de ce mobile en fonction du temps. Parmi les propositions suivantes concernant l'accélération du mobile, laquelle est correcte? Ok. Alors, A, l'accélération ne change pas de signe et vaut moins 1 mètre par seconde au carré. B, l'accélération ne change pas de signe et vaut plus 1 mètre par seconde au carré. C, l'accélération ne change pas de signe mais il manque des données pour calculer sa valeur numérique. D, comme le mobile décélère pendant les 3 premières secondes pour ensuite accélérer, l'accélération change de signe au cours du mouvement. Ok. Alors pour résoudre ce problème-là, il faut se rappeler de comment on a défini l'accélération par rapport à la vitesse. Okay. En fait, l'accélération, en fait, c'est la dérivée de la vitesse au cours du temps. Okay. Alors, des notions de dérivée, en fait, qu'est-ce que ça correspond en fait la dérivée? Ça correspond en fait à la pente de la fonction en un point donné. C'est la dérivée, c'est la pente de la tangente à la fonction en un point donné. De la tangente, allez, à la fonction en un point donné. Donc ici, sur le dessin, où on peut lire l'accélération, en fait, on va lire l'accélération sur la pente de la vitesse. Okay. Donc ça va être l'accélération. Alors, on voit que la pente, elle ne change pas du tout parce que c'est une droite. Et quelle est la pente de cette droite-ci? Je vous laisse réfléchir un petit peu et mettre la réponse sur le chat. Quelle est la pente pour la droite ici? Ok, ouais. Si on est fait moins 1,
Et donc, ici, la réponse de la question A, c'est l'accélération ne change pas de signe et vaut moins 1 mètre par seconde au carré. Ça va pour la résolution du premier? Ok. Ok. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Ok, c'est pas. Ouais, à mon avis, c'est un peu petit sur. Ouais, il faut que je zoome, il faut que je refasse la mise en page. Oups. Ok, désolé pour la coupure. Ah, coupure, coupure. Voilà, désolé pour la coupure. Donc, on était à la question 12. Donc, quand deux charges électriques de signe contraire, Q1 plus 1 coulomb et Q2 moins 3 coulomb, sont mises en présence, deux forces F1 et F2 s'exercent sur chacune d'elles. Quel est le schéma qui correspond à ces forces? Ok. Alors, de manière générale, lorsqu'on a deux charges, deux particules de même charge, eh ben, elles se repoussent. Donc, si par exemple on a deux charges de signe, si on a deux charges de signe plus, ok, elles se repoussent. Ou si on a deux charges de signe moins, elles se repoussent. Si on a une charge de signe plus et une charge de signe moins, elles s'attirent. Ok. Alors, Monsieur Coulomb, au XVIIIe siècle, comme j'ai dit un peu plus tôt, a donné une formule pour calculer l'intensité de cette force-là, qui s'applique sur les deux objets, entre les deux particules. Et donc, elle est proportionnelle au produit des charges, inversement proportionnelle au carré de la distance,
et il y a un facteur de vent 1 sur 4 pi epsilon 0. Ok. Et généralement ce terme-là on l'appelle K et il vaut 9 fois 10 exposant 9 newton mètre carré divisé par des coulombs carrés. Ok. Alors il est important, comme dans les forces gravifiques, les forces qui vont s'exercer sur les particules vont être de même intensité. Donc ça veut dire que ici, dans tous les dessins qui sont représentés ici, tous ceux pour lesquels l'intensité est différente vont pas être corrects. Donc ici, ça ne va pas être correct, ça non plus. Okay. Alors ici, comme l'une des charges est négative et l'autre est positive, bah, elles vont s'attirer, donc les forces vont faire en sorte qu'elles s'attirent, donc ça va être le 1 qui sera correct. Le 3 serait correct si ça serait deux charges de même signe. Est-ce que c'est clair pour la question 12? Donc la réponse pour cette question-là, bah, c'est A. Alors, je cherche la question 14. Donc on nous donne 5 affirmations relatives au passage du courant électrique dans un groupement de 2 résistances mises en série. Alors, on observe une paire de courants entre l'entrée et la sortie du groupement de résistance. Donc ici je vais... donc pour vraiment bien comprendre ce qui se passe, bah, il est nécessaire de faire un dessin. Donc ici, bon, je vais considérer qu'on a un certain générateur. Ok. Voilà. Et bien effectivement qu'on a deux résistances en série. Alors, je vais les appeler R1 et R2. Bon, ce ne sera pas nécessaire ici dans l'énoncé. Ok. Donc on observe une perte de courant entre l'entrée et la sortie du groupement de résistance. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Essayez un petit peu de réfléchir et de répondre sur le chat. D'après vous, est-ce que c'est correct ou pas, cette première affirmation? Oui, c'est pas correct. En effet, le courant dans tout le circuit va être constant. Okay, le courant dans tout le circuit est constant. Ici, en plus, comme les résistances en série, c'est le même courant qui traverse ces deux résistances. Okay, donc le courant ici est constant. Alors, on observe une chute de tension aux bornes du groupement de résistance. Vrai ou faux? Mhm. Oui, mais ça répond pas à la question. Donc oui, I est constant et U, il faut faire la somme quand c'est en série. Non, pour avoir la résistance équivalente, il faut faire la somme des deux résistances quand elles sont en série, oui, en effet. Mais donc la chute, il y a bien une chute de tension qui apparaît parce que, en fait, une tension, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie par unité de longueur. Donc imaginons ici, j'ai un certain potentiel, je veux dire c'est 20 volts. Okay, j'ai une pile de 20 volts. J'ai... Ah,
j'ai une pile de 20 volts. Ok. Et ensuite, bah, les 20 volts, si tu veux, c'est une énergie c'est une énergie. Elle va distribuer une partie sur R1, ok, et une partie sur R2. Au final, quand je vais arriver ici en R2, bah ici, on va avoir 0 volts. Ok. Et donc, c'est vraiment. Donc ici, dans tout le fil, on ne va pas avoir de perte de tension. Et quand on va de nouveau arriver au générateur, le générateur, son boulot, c'est de ramener le potentiel de 0 volts à 20 volts. C'est comme un moteur, quoi. Et il va fournir l'énergie. Donc, il y a bien une perte de potentiel, il y a bien une perte de tension sur le groupement de résistance. Donc ça, c'est vrai. Allez. Alors, le courant dans la seconde résistance est moindre que dans la première. Bon, ça, on a déjà répondu en partie. Je dis que le courant était identique dans les deux résistances comme elles sont en série. Donc ça, c'est pas vrai. Le 4, c'est la même chose, hein, c'est pas vrai. Euh, alors, le 5, c'est un peu plus intéressant. Donc la tension est toujours partagée en deux parts égales. Est-ce que c'est correct ou pas? Donc pour la question 5, la tension est-elle toujours partagée en deux parts égales? Vrai ou faux? Ok, bon, je vais y répondre. Bah, c'est le cas uniquement si les deux résistances sont de, sont, on la, enfin, si les deux résistances sont de valeur identique. Imaginons par exemple la résistance 1 vaut 50 ohms et la résistance 2 vaut 50 ohms également. À ce moment-là, la tension va être répartie de manière égale sur les deux résistances. Si par contre, c'est pas le cas, si par exemple la résistance 1 vaut 75 ohms et la résistance 2 vaut 25 ohms, eh ben, il y a trois fois plus de tension qui va être donnée à la résistance 1 et une fois par rapport à la résistance, par rapport à la tension qui va être au niveau de la résistance 2. Donc celui-là, au final, il y aura 3 quarts de la tension. Donc ce sera ici 15. Et ici, bah, il aura juste un quart. Ok. Donc c'est pas toujours le cas, c'est uniquement le cas si c'est de valeurs identiques. Il faut vraiment voir la tension comme une sorte d'énergie, mais qui va être distribuée sur tous les composants électriques. Ok. Alors je propose qu'on fasse la question 2 comme on me l'a proposé. Je vais juste aller la chercher. Donc, on considère qu'on lance horizontalement d'une certaine hauteur par rapport au sol avec une vitesse v un objet. Alors, on note delta t le temps de vol de l'objet. La distance horizontale parcourue par cet objet, c'est-à-dire la portée, est notée delta x. On considère que les frottements de l'air sont négligeables. Parmi les informations suivantes, laquelle est correcte? La portée delta x est fonction de la masse de l'objet. Le temps de vol delta t de l'objet augmente avec la vitesse v de l'objet. Le temps de vol delta t de l'objet est indépendant de la vitesse v de l'objet. La portée delta x augmente avec le carré de la vitesse de l'objet. Alors ici, c'est un exercice de projection. Donc je pense qu'il est important de faire un petit rappel là-dessus. Ok, donc on va faire un petit dessin.
Ok. Donc on dit qu'on démarre à une certaine hauteur. Il ne la donne même pas dans l'énoncé par rapport au sol. Et avec une certaine vitesse. V. Ok. Donc là, ça c'est la hauteur H. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un mouvement de projection. Hein. En fait, selon la direction X que j'ai dessinée ici, on va avoir un MRU. Et selon la direction Y, on va avoir un MRUA. En utilisant le principe de superposition de Galilée. Okay. On peut décomposer les deux mouvements en deux mouvements indépendants. Un mouvement rectiligne uniforme selon la direction X et un mouvement rectiligne uniformément accéléré selon la direction Y, qui correspond en fait juste à une chute libre. Okay. Alors, on va noter ici les éléments importants. Donc, delta X, en fait, c'est la distance qu'on a parcourue avant de toucher le sol. Donc, sur mon dessin, ça correspond à ici. C'est le delta X. Bon, le delta T, il faudrait faire un... Pour avoir le delta T, il faudrait représenter l'évolution de la position en fonction du temps, ce que j'ai pas fait sur le dessin ici. Ok. Bon. Alors, je vais rappeler les équations d'un mouvement rectiligne uniforme ici en dessous. Voilà. Non, je viens qu'il m'alimente correctement. Donc, pour un MRU, la position évolue linéairement par rapport à la vitesse initiale. La vitesse elle est constante et l'accélération elle est nulle. Ok. Si j'ai un MRUA, la position évalue de manière quadratique par rapport à l'accélération. Okay. Et la vitesse évolue de manière linéaire par rapport à l'accélération. Et l'accélération est constante. Ça va? Alors, maintenant il faut calculer quelle est la portée et le temps de vol de l'objet. Ok. Donc tout d'abord on a besoin de savoir combien de temps en combien de temps l'objet va, combien de temps est nécessaire pour l'objet pour atteindre le sol. Et donc ça, pour le trouver, on va devoir utiliser les équations du MRUA, okay, parce qu'en fait le temps nécessaire va dépendre du mouvement vertical. Le fait qu'on arrive vers le sol dépend du mouvement vertical. Le mouvement horizontal ne va rien nous apprendre sur le temps nécessaire pour arriver au niveau du sol. Okay. Alors on va simplifier un petit peu la tâche. On ne va pas considérer de vitesse verticale initiale, hein. Il n'y en avait pas dans l'énoncé, il n'y avait pas précisé dans l'énoncé, donc on va enlever le V0 ici et le V0 ici. Alors la portée, donc le delta X, en fait c'est X moins X0. Okay, c'est la différence par rapport à la position initiale. Oui. Alors une chose que j'aurais dû faire, je vais gommer, c'est de séparer, donc en fonction de où on se trouve de quel type de mouvement on a, de mettre des lettres différentes. Ça évite de se tromper. Donc ici on a selon la direction verticale un MREA, donc c'est Y qui vaut Y0 plus V0 fois T.
Ok, et bien dans la direction horizontale, on a bien un émérue. Okay. Donc en fait ici, le delta y qui vaut y moins y0, bah, c'est la hauteur. Ok, et la hauteur, donc c'est a fois t carré sur 2. Ok. Et donc ici, l'accélération qui entre en jeu, bah, c'est la gravité. Ok, donc ici on va avoir h qui vaut gt carré sur 2. Si on isole le temps, on va avoir 2h sur g qui est égal à t carré. Autrement dit, t qui vaut la racine de 2gh. 2h sur g, excusez-moi. Ok. Et ici, on a supposé que le temps initial, ça valait 0. Donc en fait, ça c'est notre delta t. Hein. Et delta t, c'est t final moins t0. Donc ici, on remarque que delta t, elle est proportionnelle à la racine carrée de la hauteur et inversement proportionnelle à la racine carrée de g. Ok, donc ça c'est une première formule. Donc après avoir calculé le temps de vol, pour calculer le delta x, bah, il suffit juste de... delta x, c'est x moins x0, et c'est v0 fois delta t. Ok, donc ça va juste être ici v0 fois racine de 2h sur g. Ok. Alors, une chose importante, c'est que la portée ne dépend pas de la masse. Donc la réponse A n'est pas correcte. Alors le temps de vol delta t de l'objet augmente avec la vitesse v de l'objet. Non. Il ne dépend pas du tout de la vitesse, il dépend uniquement de la hauteur à laquelle on a lancé l'objet. Alors le temps de vol delta t de l'objet est indépendant de la vitesse v de l'objet. Ça c'est vrai. Et la portée delta x augmente avec le carré de la vitesse de l'objet. Non, elle augmente de manière linéaire. Donc ça c'est pas correct. Ok, donc finalement la réponse pour cet exercice là c'est la réponse C. Donc pour répéter un petit peu ce qu'on a fait, hein. Donc d'abord on a représenté un schéma du problème. Je vais le mettre dans une autre couleur. On a tout d'abord représenté un schéma de l'objet ici, un schéma du problème. Donc ici on est avec une projection horizontale. On a décomposé le mouvement en deux mouvements distincts, un émeru dans la direction X et un émeru A dans la direction Y. Okay. J'ai rappelé ensuite les différentes équations pour le mouvement rectiligne uniforme et pour le mouvement rectiligne uniforme accéléré. Okay. Et ensuite, on a calculé quel était le temps de vol à partir des équations ici. Et donc ça c'est le delta t ici. On a calculé quel était le temps de vol. On a vu qu'il était proportionnel à la racine carrée de la hauteur et inversement proportionnel à la racine carrée de la constante de gravité. On a également calculé la portée, qui va en fait juste la vitesse fois la racine carrée de 2h sur g. Ok. Alors pour terminer, on va répondre à une dernière question en mathématiques. Alors, on va la chercher.
Donc quel est le périmètre d'un rectangle dont la diagonale mesure 13 cm et dont un des côtés mesure 5 cm? Ok. Donc pour résoudre le problème, bah, on fait un petit dessin. Ok. 5 cm. La diagonale 13 cm. Ok. On nous donne un des côtés. Bon, pour calculer les périmètres d'un rectangle, c'est 2 fois longueur plus largeur. Ok. Donc ici, en fait, il nous manque une information, il nous manque en fait la longueur. Alors, pour calculer la longueur, bah, il suffit d'utiliser Pythagore. Donc on a que, donc je vais poser une inconnue. Donc on a 5 au carré plus L au carré qui vaut 13 au carré. Donc ça fait 25 plus L carré qui vaut 169. Ok, et donc L carré vaut 169 moins 25, ça nous fait 144. Donc la racine carrée de 144 c'est 12. On prend bien sûr uniquement la valeur, la racine carrée positive, parce qu'on ne peut pas avoir de longueur négative. Donc si notre L vaut 12, pour calculer le périmètre, il suffit d'appliquer la formule, donc 12 plus 5 fois 2. Donc ça nous fait 2 fois 17, qui nous fait 34. Donc c'est bien 34 cm la réponse. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 2 heures de séance d'exercice. Ok, je réponds à cette question-là. Donc ici, ça peut être l'un ou l'autre, on ne le sait pas. Mais ça change rien du tout au fait qu'on doit calculer l'autre côté. Donc imaginons on avait dit que c'était la longueur. Bah, le côté qu'on aurait calculé, on aurait vu que c'était beaucoup plus grand que l'autre. Donc ça change pas grand-chose ici. Donc si tu veux, dans cette équation ici, bah, j'aurais juste eu petit l au lieu de grand L. Mais bon, après je me serais rendu compte que c'était que la largeur que j'ai est plus grande que la longueur. Mais ça change rien du tout au problème. Si tu veux, je peux faire un autre dessin où tu vas voir apparaître ça. Mais si j'avais mis 5 ici, et bah là c'est petit l, ça change pas quelque chose, ça change rien à mon problème, j'ai toujours un triangle rectangle. Ouais, à demain et merci beaucoup d'avoir regardé le live. Bonne journée.